Donc, bienvenue à tous pour ce troisième webinaire sur les troubles du neurodéveloppement qui portera cette fois sur l'échec scolaire. Bonjour Marine Bonjour. et bonjour et bienvenue à tous les participants. Donc, si des personnes arrivent après qu'on ait démarré, eh bien, on vous souhaitera la bienvenue et vous prendrez en cours de route. Parfait. Marine, que souhaites-tu nous dire sur les troubles du neurodéveloppement en lien avec l'échec scolaire pour commencer? Alors, déjà, je vais rapidement me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas avant de rentrer dans le vif du sujet. Du coup, moi, je suis sur la zone de Centralpe, hébergée par le pôle formation Isère, donc l'UIMM, donc pas très loin de vous, a priori. Je dirige la Pépinière des talents et on a pour objectif de faire de la sensibilisation aux troubles du neurodéveloppement avec je dirais, un focus sur le trouble du neurodéveloppement à l'âge adulte, parce que c'est vraiment notre spécificité, puisqu'on fait beaucoup de sensibilisation en entreprise, des conférences, des ateliers et de l'accompagnement individuel et en groupe. Donc ça, c'est pour qui nous sommes. Et moi, je dirige l'association et j'interviens très régulièrement, soit en conférence, soit en formation. Euh, je suis moi-même neuroatypique et je suis maman maintenant de grands enfants. Ils ne sont plus petits, mais du coup, c'est un sujet que je connais bien et de l'intérieur et de l'extérieur. Et pour rappel, la Pépinière des talents travaille très étroitement avec des chercheurs du Centre de recherche en neurosciences de Lyon, avec qui on construit une exposition. Et donc, on a aussi des données qui sont plutôt récentes et croisées. Alors, le sujet aujourd'hui, donc les troubles du neurodéveloppement et l'échec scolaire, je vais rebalayer très vite parce que vous l'avez déjà vu et c'est dans les autres webinaires. Donc, on parle de neurodiversité, hein, c'est un fonctionnement avec des neurotypiques, des gens qui ont un fonctionnement du cerveau qui est dans la norme, dans la moyenne générale. Majorité de la population, et puis les neuroatypiques qui sont concernés par un ou plusieurs troubles du neurodéveloppement. Cette grande famille des neurodéveloppements, c'est plusieurs troubles. En l'occurrence, en ce qui nous concerne, on est beaucoup plus à même de vous parler de tout ce qui est troubles spécifiques du langage et des apprentissages, dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dyscalculie, des troubles moteurs comme les troubles du déficit de la coordination, la dyspraxie, et puis le trouble du spectre autistique et le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Principalement, ce sont les troubles qu'on va retrouver très fréquemment à l'école et qui pourront potentiellement être complexes pour la scolarité des jeunes. Je balaye ça, mais vous l'avez, et puis on en a parlé, ça touche quand même une personne sur six, ces troubles. Et ce qui est intéressant, je le rappelle parce que c'est toujours très intéressant de le savoir, c'est issu majoritairement de variations génétiques. Et donc, du coup, ce sont des troubles qui sont présents à la naissance, mais qu'on va retrouver au sein d'une famille. Parfois sur plusieurs personnes et entre autres les parents qui ne sont pas toujours diagnostiqués. Euh, donc, c'est important. euh, je dirais que le diagnostic peut être important, mais le diagnostic ne doit pas être posé par n'importe qui. Un diagnostic, il est posé par un médecin. Ce sont eux qui sont là pour poser les diagnostics donc ils font ça étroitement avec d'autres intervenants, d'autres spécialistes, d'autres praticiens qui vont eux pouvoir faire, je dirais, des diagnostics, des tests et ensuite le diagnostic va être officialisé, posé par le médecin à Alors, merci l'issue Marine. de Pardon, je t'interromps juste deux l'ensemble. secondes et je souhaite la bienvenue à la nouvelle personne qui est arrivée. Marine était en train de refaire le point, de balayer très rapidement on va dire, les troubles du neurodéveloppement de manière très générale. Donc, vous n'avez rien loupé sur ce qui va concerner l'échec scolaire. Je te Donc, du laisse coup, et juste pour terminer du coup sur ce repérage, effectivement, c'est très souvent à l'école que les premiers signes vont apparaître et c'est assez fréquemment que les instituteurs, les maîtresses, voilà, le personnel scolaire va pouvoir alerter le parent en disant ben, il y a des apprentissages qui ne se font pas tout à fait euh, euh, de manière fluide et donc peut-être qu'il pourrait potentiellement y avoir un trouble ou plusieurs et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir avancer.
c'est assez injuste parce que dans des milieux plutôt favorisés, effectivement, très rapidement, si l'enfant ne marche pas à l'école, on va pouvoir alerter les parents d'un potentiel trouble. Si par contre c'est des milieux sociaux défavorisés, il est pas rare que les jeunes passent à travers les mailles du filet, puisque finalement, si un des parents ne parle pas français et que l'autre est jamais là parce qu'il travaille de nuit ou il a des horaires qui ne sont pas compatibles avec la vie familiale, eh ben, en fait, on se posera plus la question d'un environnement social défavorisé que d'un trouble du neurodéveloppement. Et donc, c'est des troubles qui vont du coup être diagnostiqués plus tardivement par la suite lorsque l'échec scolaire est bien installé, ce qui est très dommageable, mais ce qui est aujourd'hui encore le cas. Euh, Dans les troubles du neurodéveloppement, on l'a déjà évoqué, et c'est vrai que c'est quand même important de le voir parce que c'est ça qui va, je dirais, faire une espèce de spirale descendante, un engrenage, et qui va mener à l'échec scolaire en plus du trouble, je dirais. Le fait que la neuroatypie peut déclencher de l'hypersensibilité, que ce sont des jeunes qui vont être très empathiques, qu'il y aura une anxiété de performance importante et donc du coup un manque d'estime de soi assez fréquent, des difficultés dans la gestion des émotions, des difficultés d'organisation et de gestion du temps et une fatigue beaucoup plus importante pour les profils neuroatypiques parce que très fréquemment en double tâche, donc des journées qui sont beaucoup plus fatigantes que pour les autres profils. Euh, donc aux troubles, je dirais, aux difficultés associées aux troubles, on vient ajouter ces spécificités qui vont être, je dirais, encore plus dommageables si elles ne sont pas prises en considération. En tout cas, ça peut entraîner de la surcharge émotionnelle, de l'autosabotage, du burn-out sensoriel, ce que vous voyez un peu dans les petits schémas qui ont été très bien illustrés par, je ne sais plus qui d'ailleurs, je ne sais même pas si, parce que j'ai vos têtes qui empêchent de voir tout le diapo, mais effectivement, je retrouverai, euh, j'essaierai de retrouver l'origine de cette slide parce que je vois que je ne l'ai pas mis et c'est pas bien d'utiliser des graphiques de personnes sans mettre la source. Donc, j'essaierai de vous retrouver la source. J'ai mal coupé ma photo. Euh, du coup, si je rentre dans le vif du sujet de l'échec scolaire, et en l'occurrence l'idée du trouble du neurodéveloppement et de l'échec scolaire. Déjà, c'est important de définir l'échec scolaire, qui est une situation où un élève ne parvient pas à atteindre les objectifs d'apprentissage fixés par le système éducatif malgré les moyens mis à disposition. Les moyens ne sont pas toujours les bons. Néanmoins, les enseignants sont quand même des personnes qui sont là pour aider les élèves à apprendre. Et donc, parfois, ben, il y a des difficultés qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ont du mal à gérer. Souvent, on entend dans un groupe classe de 30 jeunes, voilà, je ne peux pas revenir sur tous les cas spécifiques. Néanmoins, c'est souvent des gens qui font quand même de leur mieux puisque leur volonté, c'est que l'enfant soit épanoui à l'école. Si l'échec scolaire, donc les difficultés à atteindre les objectifs d'apprentissage sont là, il va y avoir des conséquences, donc des difficultés qui vont persister. On est dans l'échec scolaire, on n'est pas sur une difficulté temporaire, on est sur quelque chose qui persiste, persister dans l'acquisition des savoirs de base, et en l'occurrence l'écriture, la lecture et le calcul, puisque c'est encore avec ces éléments-là qu'on va juger à l'école aujourd'hui. Euh, un élève qui serait un très bon acteur, un dessinateur hors pair et un chanteur merveilleux euh, pourra être en échec scolaire au terme scolaire du terme, parce qu'on n'est pas valorisé pour ses autres compétences. Malheureusement, les compétences psychosociales ne rentrent pas dans l'évaluation générale, en tout cas pas au sens scolaire du terme, et donc on peut être amené à être en échec scolaire, même si on a des belles compétences par ailleurs. Les difficultés persistantes peuvent mener au décrochage. C'est des choses qu'on va plutôt voir au moment du collège, quand il y a vraiment des grosses difficultés, décrochage ou phobie scolaire qui peuvent arriver. Conséquence aussi, c'est des orientations subies vers des filières moins valorisées que la filière générale en France. Sachez que dans d'autres pays, les filières professionnalisantes sont toujours plus favorisées que les filières générales.
Et puis, la personne rentre dans ce qui s'appelle l'impuissance apprise. L'impuissance apprise, c'est résultat associé à des échecs répétés et incontrôlables. Donc, la personne va finir par intérioriser l'idée qu'elle ne peut rien faire pour changer cette situation. Même lorsque les circonstances évoluent, cette impuissance apprise, c'est vraiment être convaincu que je suis nul, quoi. Je ne suis pas bon dans ça, je ne suis pas bon dans ça. Euh, Ce qui pourrait signifier qu'à l'âge adulte, par exemple, dans un boulot, on continue de se sentir nul et incapable. Tout à fait. Ok. Les causes que vont impliquer l'échec scolaire, enfin les causes, pardon, de l'échec scolaire, ça peut être donc des facteurs individuels, des difficultés d'apprentissage, les nommer, des troubles spécifiques, un manque de motivation. Il faut savoir que les troubles du neurodéveloppement sont une des premières causes d'échec scolaire en France. Des facteurs familiaux, hein, l'environnement socio-économique ou un manque de soutien des parents, et puis des facteurs scolaires avec des méthodes pas adaptées, un manque d'accompagnement, un prof qui n'est pas au goût de la personne. On se souviendra tous du prof qui était nul et du prof qui était super bon et qui nous a donné envie de faire un métier ou un autre. En tout cas, le- la personne, je dirais, qui transmet son savoir a un rôle majeur à jouer dans l'appétence qu'on va avoir sur la matière qui est enseignée. On ne s'en rend pas toujours compte, mais c'est vraiment, je dirais, 80% du boulot, quoi. C'est la manière dont on va le transmettre et l'énergie qu'on va mettre dedans et cette passion qu'on va avoir à transmettre son savoir. Euh, donc, lorsqu'on rentre en échec scolaire, enfin, quand on commence à avoir des difficultés scolaires, on va rentrer dans ce que Atoudis a nommé comme spirale descendante. Euh, L'enfant qui est en difficulté scolaire va subir des moqueries, des humiliations, du harcèlement parfois souvent d'ailleurs, souvent dans le cas d'un trouble du neurodéveloppement parce que on est plus sensible, on est plus empathique, on est, oui, on est plus sensible et donc du coup, on n'ose pas trop dire non, on n'ose pas s'imposer et on va pouvoir être sujet à moqueries, humiliations et harcèlement. Les difficultés scolaires peuvent du coup engendrer de fait un désintérêt scolaire, puis des problèmes relationnels, le décrochage, l'échec, la conduite à risque, les accidents, blessures, automutilation, délinquance. Enfin, ça, c'est vraiment dans l'extrême, je dirais. Néanmoins, c'est important de se rendre compte de cette possibilité, de cette spirale descendante, puisque on va partir de cette fameuse impuissance apprise, je suis nul, donc forcément l'estime de soi va en prendre un coup. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font le lien, beaucoup de chercheurs d'ailleurs, qui commencent à faire le lien entre troubles du neurodéveloppement et santé mentale, parce que quand on n'est pas forcément dans sa zone de confort ou à l'aise, on va pouvoir commencer à se sentir mal. Donc, il peut y avoir des troubles psychologiques, de la dépression, des addictions qui peuvent survenir. Il y a même des blocages persistants qui peuvent subvenir et on a échangé très récemment avec une personne qui a fondé une association sur l'illettrisme qui est basée à Voiron et elle évoquait qu'effectivement, parfois, la situation d'illettrisme n'était pas associée à un illettrisme à proprement parler, mais plutôt à un trouble du neurodéveloppement et entre autres une dyslexie euh, non accompagnée qui a fait un blocage et la personne rentre dans ce qu'on appelle l'illettrisme aujourd'hui, c'est-à-dire cette non-capacité, et je ne vais pas dire non-volonté, mais non-capacité à lire, et donc rentre dans ce qu'on appelle l'illettrisme, ça touche quand même beaucoup de personnes. Et Mhm. puis, après, donc forcément des risques d'échec professionnel et social, parce que je le rappelle ici, petit enfant deviendra grand. C'est pas quand j'étais à l'école, j'avais des troubles du neurodéveloppement, c'est j'ai des troubles du neurodéveloppement qui persistent tout au long de ma vie. Euh, donc ça, c'est la version, je dirais, pessimiste et parfois Peu réelle de la dramatique. situation. Ouais. Par contre, c'est intéressant de se dire qu'on peut changer de paradigme et passer d'une société, je dirais,
égalitaire où tout le monde, on enseigne à tout le monde de la même manière, à une société qui serait plus juste et où tout serait valorisé. En tout cas, c'est possible de le faire puisque la science montre que l'impuissance apprise, c'est un sentiment qui est réversible, qui n'est pas irréversible, qui est réversible. Le cerveau peut réapprendre à réussir, à avoir envie. Et donc, il est noté, l'enjeu est de comprendre que chaque nouvelle tentative constitue une occasion de progresser. Les capacités peuvent évoluer avec l'effort, l'apprentissage et la persévérance. Donc, il faut un changement d'état d'esprit, d'un un état d'esprit fixe à un état d'esprit de développement, qui est de prendre conscience que je peux être le changement que je veux voir dans ma vie. Je peux être à la source de ce changement et les personnes qui m'accompagnent aussi, de fait. Alors, les aides qui sont proposées dans le cas du décrochage scolaire, très souvent, la première aide va passer par le tiers-temps supplémentaire. OK, c'est une solution qui n'est pas forcément adaptée à tous et en principe qui n'est pas adaptée aux jeunes qui ont un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, puisque, je le rappelle, ce trouble fait que on a un déficit de l'attention et si on a une hyperactivité, on a du mal à rester concentré longtemps. Donc, si on vous demande, alors je vais passer sur les études supérieures, mais si je vous demande sur une épreuve de 3 heures et je vous dis, bah, vous avez de la chance, vous allez en faire 4, très souvent, les jeunes avec un TDAH, ils partent avant la fin des 3 heures et on dit, bah, vous voyez, il n'en a pas besoin, il est parti avant. Ce n'est pas qu'il n'en a pas besoin, c'est que pour cette personne-là, il aurait été plus judicieux de faire 3 épreuves d'1 heure qu'une épreuve de 4. Donc, le tiers-temps supplémentaire, il peut être, et je ne vais pas le bafouer parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour qu'il existe, néanmoins, s'il n'est pas accompagné et si l'élève n'est pas formé à l'utiliser et n'a pas l'habitude de l'utiliser, avec ce dont il pourrait avoir besoin dans ce tiers-temps supplémentaire, eh ben, c'est un coup d'épée dans l'eau, ça ne sert à rien si ce n'est pas accompagné comme il faut. Et le tiers-temps supplémentaire, il peut servir à, je prends 3 minutes pour poser la tête dans mes bras et mettre mon cerveau au repos. C'est pas forcément j'ai fait plus de temps pour gratter plus et travailler plus. Ça peut être aussi j'ai du temps supplémentaire pour me reposer entre chaque exercice, par exemple, sous réserve que je ne m'endorme pas. Donc, Autre tout, problématique. tout dépend de ce qu'on fait de ce tiers-temps, en Exactement. fonction de son trouble, en fonction de son besoin. Ouais, tout à fait. Après, il y a des cours de soutien. Alors, il y a le cours de soutien pendant les vacances scolaires, il y a les semaines avant la rentrée pour préparer la rentrée, il y a le cours de soutien le soir, le mercredi, le week-end. Enfin bref, tout ça, c'est merveilleux. Aujourd'hui, encore, on persiste à vouloir donner des cours de soutien dans les matières les plus forcément où l'élève va être le plus en difficulté. Alors, si ce n'est pas une difficulté, c'est-à-dire si ce n'est pas un trouble qui intuit cette difficulté, ça peut être une bonne idée. Parce que forcément, si peut-être c'est une autre personne qui vous explique, vous allez comprendre mieux et ça marchera mieux, surtout si vous n'aimez pas la prof et que vous faites ça avec quelqu'un d'autre, ça va mieux. Mais si ça correspond à votre trouble, le cours de soutien, une fois de plus, c'est un coup d'épée dans l'eau. Je veux dire, donner des cours de lecture supplémentaires à un élève qui est dyslexique de base, ce n'est pas forcément très pertinent. Par contre, donner des cours de soutien dans une matière dans laquelle l'élève est bon, mais comme une fois de plus, on est dans une spirale où il réussit pas très bien à l'école, où il n'est pas très bon élève, où il est un peu dispersé, donc forcément, il n'a pas beaucoup d'estime de lui, etc., etc. Si on lui donne des cours dans une matière où il est bon ou elle est bonne, et il va passer d'une moyenne de 12 parce qu'il végète un peu à une moyenne de 17, eh ben vous allez commencer à entamer ce processus d'inversion et rentrer dans un état d'esprit de développement. Donc, le jeune va voir que ah ben là, il est passé de 14 à 17, donc c'est génial. Ça veut dire que là, il a réussi et ça veut dire qu'il est capable. Et ça veut dire que potentiellement, s'il y a d'autres matières dans lesquelles qu'il aime bien, mais où il n'est pas forcément très bon, mais où il n'a pas trop de difficultés, ben, il va pouvoir progresser aussi. Ben, peut-être qu'en lecture, il continuera à avoir 2, voire moins, mais en même temps, son estime de lui va commencer à évoluer et donc il va commencer à changer l'état d'esprit et à commencer à se sentir bien dans l'environnement et dans cette volonté d'apprendre. Donc, ce n'est Est-ce- pas j'ai- forcément…
un coup de baguette magique, hein. Ce n'est pas toujours du jour au lendemain. C'est vraiment un travail, je dirais, de longue haleine, mais ça pourrait venir des cours de soutien dans les matières dans lesquelles on est déjà bon. Tu voulais dire J'ai quelque une chose? question. Oui, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que, parce que là, on parle vraiment de changement d'état d'esprit, c'est finalement se persuader très progressivement qu'on n'est pas si nul et qu'on peut être capable de, et peut-être se convaincre soi-même qu'on est capable d'apprendre. Est-ce que cet état d'esprit, peut-être il y a des études sur des études neuro ou des choses comme ça, est-ce qu'on pourrait se dire que finalement, déjà, se sentir capable de peut minimiser certains troubles? Alors, se Ou en sentir tout cas, ça minimisera pas certains troubles, mais ça va renforcer l'estime de soi et cette capacité à se dire, ben, en fait, je ne suis pas si nulle que ça. En tout cas, pas ok, partout. Et ok. donc, du coup, mais c'est pas des choses qu'on peut, tu vois, tu disais, c'est pas des choses qu'on va pouvoir faire seul. C'est des choses où il va falloir être accompagné parce que souvent, c'est très ancré. On le voit Bien sûr. d'ailleurs très souvent, même chez les adultes, des gens qui disent, non, mais moi, je suis nulle là-dedans, quoi. Ah, qu'est-ce que je suis nulle, ah, mais non, mais je suis pas bon dans ça, ou ça, je suis vraiment nulle. Ben non, en fait, c'est pas une question d'être nul, c'est une question peut-être d'avoir effectivement des difficultés associées à un trouble, c'est d'avoir moins d'appétence pour certaines choses. Pour autant, on est aujourd'hui encore très formé dans tout ce qui est là où on est nul et pas forcément dans là où on est bon. Donc ça, c'est voilà, je dirais quelque part une difficulté à vraiment considérer, quoi. Parce que, une fois de plus, et ça les neurosciences le montrent encore, on apprend que quand on prend plaisir et que ça a du sens, si on n'est pas dans le plaisir, alors oui, c'est sûr, quelqu'un qui se fait taper dessus, il va vite comprendre qu'il ne va pas falloir faire ça, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il apprend, il prend des leçons. Certes, la vie lui donne des leçons, mais est-ce qu'il va être en capacité d'apprendre et de prendre plaisir et d'augmenter son capital connaissance quand il se prend des coups? Non, il va apprendre qu'il faut fermer sa gueule et c'est tout. Donc, certes, il y a des gens qui disent, oh, bah oui, enfin bon, un bon coup de pied au cul, pardon, un bon coup de pied derrière, ça n'a jamais fait de mal aux personnes. C'est pas vrai. Ça dédommage, ça endommage l'estime de soi, c'est vraiment pas du tout, je dirais, favorable et pas du tout reconnu, en tout cas dans les neurosciences, comme quelque chose d'encourageant et de valorisant. Donc le plaisir et le sens, ça a été vraiment par contre montré que oui, quand on prend plaisir et que ça a du sens, on apprend mieux. Encourager les petits succès, on peut s'encourager soi-même et s'auto-célébrer dans ces petits succès. Ça peut être aussi les autres et les parents, on a vraiment un rôle à jouer là-dedans, valoriser le progrès, même minime, et normaliser l'erreur. Petite anecdote personnelle, et j'en profite parce que ça me coûte. Forcément, même en tant que maman, moi j'ai un jeune qui a 23 ans aujourd'hui, qui n'a pas réussi à l'école, et qui aujourd'hui a trouvé un job et il est barman. Et il est super content d'être barman. Bon, autant vous dire que maman, elle est beaucoup moins contente, hein, ça c'est clair. Il vit que la nuit, il rentre tous les soirs à 6 heures du matin. Alors c'est sûr, il est plus pilier de bar, il est de l'autre côté maintenant du bar, mais enfin, ça ne me réjouit pas particulièrement. Néanmoins, hier, je suis allée le voir et je lui ai dit, bah, même si je suis inquiète pour toi, parce que ce mode de vie m'inquiète, tu vis que la nuit, tu es dans un milieu où les gens vont boire, etc., ça m'inquiète. Je suis très heureuse parce que je vois que tu as du plaisir à aller travailler et je vois que ça fait un mois que tu tiens ce job et je vois que tu y vas avec joie. Et donc, eh ben, j'ai vu dans ses yeux combien c'était important pour lui que je change mon regard et que j'arrête de lui dire ouais vraiment mais quand même c'est pas un vrai job, enfin bon tu risques ci, tu risques ça, enfin bref tout ce qui me faisait peur à moi et en fait de l'encourager dans ce succès-là qui se donne à lui et lui montrer que je prends conscience de cette joie qu'il a. Et ben ça lui a vraiment, j'ai senti vraiment quelque chose de positif. Et donc encourager ses succès, bah oui, c'est pas le job que j'aurais rêvé pour lui, mais c'est un job et il est heureux dedans. Et pour moi, il n'y a pas de petite réussite. Il y a des réussites et c'est des pas en avant. Euh, Proposer des défis adaptés hein, dans les aides qu'on peut mettre en place, effectivement, on ne va pas passer d'une marche à 5 centimètres à lever le pied pour monter 1 mètre. Ce n'est pas possible et donc il faut y aller modérément et progressivement. Et une fois de plus, je reviens par exemple sur la dyslexie, puisque c'est souvent ce qui est quand même le plus présent. Euh, Beaucoup de parents me disent oui, ben, il est dyslexique, mais moi je le force à lire tous les soirs. Ben non,
donnez-lui le goût de la lecture, donnez-lui le goût de la culture. Euh, Faites-lui découvrir les livres audio, laissez-le regarder des films pour parler du livre que vous avez lu et qui est sorti en film. Pourquoi pas? Parce que là, on va avoir un défi adapté. Tu as vu ce film, est-ce que tu peux m'en parler? Donc, voilà, le défi, ça ne sera pas de là où j'ai une difficulté, ça sera d'ouvrir à cette culture. Et c'est ça finalement, qui va valoriser la personne. Rendre le jeune acteur, lui montrer que c'est lui qui contrôle sa réussite dans ses choix de méthode, dans ses objectifs, qui soient réalistes. Euh, Ses choix aussi de faire ses devoirs ou pas. Il y a un moment donné où le parent peut aussi prendre ce choix. Quand on a un jeune qui est limite en décrochage scolaire ou en échec scolaire, à un moment, il faut faire le choix de ne pas lui faire faire les devoirs le soir. Parce que ça fait 6 heures qu'il est à l'école toute la journée et que tant pis. Mais le jeune, il a besoin d'aller faire plutôt du foot que des devoirs. Où il a besoin d'aller se défouler, surtout s'il y a un TDAH, plutôt se défouler que de faire ses devoirs, et qu'à un moment donné, où il va falloir faire des choix qui vont peut-être à l'encontre de ce que la société nous oblige, et pour autant qui rendront les choses plus faciles. Il y a des parents d'enfants neuroatypiques qui ont fait le choix de déscolariser leur enfant. Ce n'est pas forcément un bon choix, hein, mais c'était tellement lourd, cette pression qui était mise sur le jeune, qu'ils font ce choix. Je pense qu'à un moment donné, on est aussi acteur de l'éducation qu'on donne à nos enfants et acteur de leur réussite. Mais nous, on est acteurs du chemin qu'on va montrer, c'est eux qui sont acteurs de leur réussite, même si elle ne correspond pas à ce qu'on aime. Rappelez-vous, mon fils qui n'est pas dans la réussite que j'aurais souhaité pour lui, bon, c'est sa réussite et c'est ça qui est important. Éviter les critiques globales et privilégier des feedbacks constructifs et ciblés. Et puis, aider le jeune à travailler sur l'estime de soi. Alors, pas facile quand on est un parent neuroatypique et que notre estime de nous, elle est déjà râlée pâquerette, de travailler sur l'estime de soi de quelqu'un d'autre. Mais néanmoins, c'est une bonne manière de commencer. Et donc, travailler dans les activités, dans les projets où le jeune va pouvoir reprendre confiance. Donc, un projet qui a du plaisir, qui donne du plaisir, qui a du sens, dans lequel il est bon. S'il est bon au tennis, mais allez-y, quoi. Mettez du tennis à fond, même si à la place, il fera moins de devoirs. Mais au moins, s'il devient champion de tennis, il aura de la joie, quoi. Regardez les champions de foot, il y en a plein qui ne sont pas forcément allés très longtemps à l'école. Mais je n'ai rien contre les joueurs de foot, je vous rassure. Je ne suis pas une grande fan de foot, mais Donc, en fait, pour reprendre cet exemple du tennis, c'est éviter les messages qu'on pourrait se dire qui sont des messages d'adultes responsables envers nos enfants, mais éviter les messages de dire bah, t'iras au tennis que si tu as fini tes devoirs, quoi. ouais. Tu vas au tennis, mais après, on fait les devoirs parce que ça va être obligé. Mais je veux dire, à un moment, et puis s'il ne fait pas les devoirs dans les matières, enfin, je veux dire, une fois de plus, une fois qu'on est dans cette spirale ascendante et que on reprend petit à petit confiance, ça va se faire en fait. Et surtout se lâcher prise de dire bon ok, t'es dyslexique, t'es dyslexique, on va arrêter d'en faire une maladie. Donc la lecture, on a compris, c'est pas ton truc. Qu'est-ce qu'on met en place pour que tu réussisses Pour trouver ton truc. ouais, là où tu es bon, quoi. Mm, mm. Et c'est vraiment là-dedans qu'il faut se réorienter. Et effectivement, dans ces cas-là, cette orientation subie que certains jeunes ont à la fin de la troisième parce qu'ils ils l'ont pas vu venir, nous, parents de nos enfants neuroatypiques, on devrait le voir venir en disant, OK, l'école, c'est pas fait pour toi. Eh bien, on va essayer de trouver une alternative. Mais choisissons-la, quoi. Et du coup, je rebondis sur ce que tu dis, parce que c'était la question qui germait dans mon esprit. À quel moment, parce qu'il y a quand même des moments, des choix qui sont difficiles à faire, de dire à son enfant, OK, là, c'est trop pour toi sur cette journée-là, les devoirs, on zappe, avec tout le poids de la société et j'imagine du système éducatif, etc. Ce sont des choix qui sont difficiles à faire en tant que parent. À quel moment, à quel stade de détresse, de décrochage, il y a forcément une graduation, tu en parlais de ce cercle vicieux ou du cercle vertueux. Est-ce qu'il y a des signaux d'alerte précis, des moments où des stades sont dépassés, où on doit se dire, OK, là, le choix, il faut que je le fasse? Écoute ton cœur. Enfin, il y a un moment donné où le choix, il est là et tu le sais.
En fait, quand tu es parent, tu le vois bien qu'à un moment, ça te rend absolument dingue, ça rend ton gosse absolument dingue. Quand on commence à voir son gosse qui dépérit complètement à l'école, bah, à un moment donné, il faut se poser des vraies questions, quoi. Ok. Ouais, ouais. Il est de Oui, notre là, devoir d'arrêter de se plier aux injonctions de la société qui veut ça et se dire, ben oui, mais qu'est-ce qui est bon pour notre gosse? Et on voit tellement de gens qui n'ont pas été à l'école ou qui n'ont pas brillé à l'école et qui réussissent très bien dans leur vie. oui, Donc, c'est oui, à un ça moment c'est donné, sûr. cette injonction qu'on a de il faut soit gentil, travaille bien. Voilà. D'ailleurs, en France, on laisse son enfant à l'école devant l'école le matin, on lui dit bonne journée, travaille bien. Aux États-Unis, ils disent amuse-toi bien. Bon, c'est pas les États-Unis ne sont pas une référence en ce moment, mais néanmoins dans les pays anglo-saxons, d'ailleurs pas qu'aux États-Unis, c'est have fun. Mhm. Amuse-toi bien, prendre la joie et effectivement, aller travailler devrait être une joie. Pas toujours le cas et on n'est pas des bons modèles hein, parce que souvent on a des parents qui sont excédés par leur boulot et on essaye de montrer à l'enfant que oui, ben, de toute façon c'est ça. Je veux dire, le monde dans lequel on les projette ne fait pas rêver et ne fait rêver personne. Hein. Mais les jeunes, ils sont très ouverts à ça, ils le disent, hein, vous ne nous faites pas rêver. Donc non, on Mhm. ne les fait pas rêver. Et c'est alors après, effectivement, il y a tout un grand dilemme, mais c'est un autre sujet, hein, de est-ce qu'il faut rêver dans la vie ou pas, qu'est-ce que c'est que le bonheur, enfin bref, toutes ces thématiques-là. Néanmoins, c'est pas, en tout cas, en forçant quelqu'un qui a des troubles des apprentissages et qui est donc en échec scolaire, c'est pas en Pour un le truc que ça marchera. Ouais, en forçant le truc que ça marchera mieux. Mais par contre, il y a un degré de parents, tu disais à quel moment, eh bien, il y a un degré, et moi je le dis très souvent, surtout quand il s'agit d'ados, parce que je vous le rappelle, les ados, ils ont quand même une fâcheuse tendance à avoir des baobabs dans la main, pour certains. Ils ont aussi une fâcheuse tendance à relayer au lendemain ce qu'ils peuvent faire le jour même, ils procrastinent à fond, mais c'est l'adolescence qui veut ça. Donc c'est à un moment donné, à quel moment je suis consciente que là, il procrastine ou à quel moment je suis consciente que là, il a des réelles difficultés. Et donc, laisser l'embarras du choix ou l'embarras du doute parce que parfois, c'est les réelles difficultés qui font qu'il procrastine. Oui. Donc, c'est vraiment, et c'est subtil. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut aussi se faire aider. C'est très subtil comme degré. Les jeunes qui sont en difficulté d'apprentissage et qui sont en échec scolaire, ils ont besoin de cadres tout autant que les autres. C'est pas l'alternative, c'est pas bon, ok, chérie, tu vas plus à l'école et tu passes tes journées sur l'Internet. Hein. L'alternative, c'est tu veux plus aller à l'école, très bien. Donc, du coup, de telle heure à telle heure, tu vas faire ça, de telle heure à telle heure, tu vas faire ça, etc. Encore faut-il avoir les moyens de le faire. Et très souvent, notre mode de Mhm. vie à nous, d'adultes, ne nous permet pas, et c'est pas, enfin, c'est pas grave dans le sens que ben, c'est comme ça et c'est la vie, mais ne nous permet pas d'être derrière nos enfants, surtout Enfant quand de ce sont des jeunes adultes. On n'a plus cette énergie, on n'a plus envie. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'ils sont si chiants, probablement pour qu'on ait de la joie à les voir partir. Mais c'est, on peut pas toujours, on n'est pas Zorro en fait. Donc, à un moment donné, c'est cet équilibre à trouver entre les difficultés de notre enfant, les difficultés réelles, le mal-être dans lequel il est mis, les injonctions de la scolarité et des enseignants, et de se dire, bah ouais, mais à un moment donné, on fait comment avec tout ça? Donc, en tout cas, c'est vraiment des sujets sérieux pour moi. Et donc, pour parler de cette spirale ascendante qu'on a représentée par une flèche, et encore une fois, un outil d'Atoudis, qui est de dire, ben, la rééducation, l'accompagnement, l'accessibilité, les aménagements qu'on peut mettre en place, tout ça va mener vers une réussite qui peut être professionnelle et sociale, qui peut être scolaire, professionnelle et sociale, parce que quand on met en place des choses, on reprend confiance, on trouve le goût d'apprendre, on éprouve de la fierté, on se sent compétent, ça donne du sens et on va réinitier son potentiel, devenir résilient, relever des défis, assumer ses actions, trouver sa place. Donc on est vraiment, on le voit bien, même nous, quand on est dans quelque chose qu'on aime, on va de l'avant. Quand on subit les choses, ben, on traîne la patte. Donc c'est vraiment et enfin ça a été mais prouvé et reprouvé par la science et par les neurosciences. Donc un environnement qui peut être accueillant où il y a de la motivation, de la confiance et où on est dans une sphère où on nous tend vers la réussite et où l'erreur est acceptée, où l'erreur est Mhm. valorisée. Les gens qui ne se sont pas cassés la gueule n'ont jamais appris à marcher. Le gars qui a inventé l'ampoule électrique, il a travaillé sur, je ne sais plus, 20 000 modèles avant de trouver celle qui allait le marcher. Eh ben, heureusement qu'il a persévéré. Donc, cette
culture de l'échec, elle doit être valorisée quelque part. Valoriser, oui. C'est parce que tu as raté que tu vas réussir un jour. Si tu réussis tout, voilà, enfin, c'est pas comme ça que tu progresses, quoi. Si tu restes dans ta zone de confort, non plus. Il va falloir à un moment donné avoir des challenges, et ce que je disais, mais des défis à la hauteur de nos moyens. Donc tout ça cet environnement va pouvoir nous permettre d'être dans une émotion positive qui va nous permettre d'aller de l'avant, alors que si on est dans un environnement oppressant, et ça on est de bons exemples puisqu'on peut le vivre même professionnellement parlant, et ben ça va engendrer de la fatigue et après des troubles de santé mentale, de la dépression, du burn-out, etc., etc. Donc du coup, l'idée, c'était pas que je monopolise la parole pendant 1 heure, c'était aussi que vous ayez le temps de poser vos Oui. questions. Et donc, je vais juste conclure sur le fait que ça, c'est des sujets importants sur lesquels on va d'ailleurs parler le 20 mars ici à Centralpe avec un colloque Vivre et travailler avec un TND, quelle réalité, quel défi. Et donc, j'invite les personnes qui sont même potentiellement eux-mêmes concernées par les troubles du neurodéveloppement de venir nous rejoindre pour aussi aider les autres à comprendre, poser notre parole, montrer que c'est possible, et que quand il y a des aménagements, c'est chouette, et que s'il n'y en a pas, bah, quel type d'aménagement on peut essayer de mettre en place. Et souvent, parler de ces sujets avec d'autres personnes que son propre employeur, c'est toujours plus facile. Donc, il y aura des employeurs, il y aura des personnes concernées et des experts qui viendront répondre à plusieurs questions ce jour-là. Donc, on vous invite vivement à venir et même potentiellement pourquoi pas hésiter à afficher cette affiche dans vos bureaux, si vous pouvez, pour qu'on ait un maximum de personnes qui viennent témoigner, ça serait chouette. Voilà. Alors pour ceux qui souhaiteraient relayer cette information, effectivement, je dispose de l'affiche et d'ailleurs, l'information est passée dans la dernière newsletter salariée. Donc, vous avez les infos. Si vous souhaitez qu'on vous transmette cette affiche, ben, n'hésitez pas à me faire un mail et Ouais. je Et vous puis, tu as un la… petit Voilà. code barre là, QR code, qui mène sur une page où il y a toutes les infos, avec même les participants, euh, les gens qui vont témoigner, parler, enfin voilà. Voilà. Très Est-ce bien, que je peux merci répondre Marie. à vos questions? Je vais arrêter le partage, comme ça va agrandir l'écran. Ouais. Hop. Alors, si vous avez des questions, eh bien, c'est le Ou des moment. témoignages, ou si vous n'êtes pas d'accord, parce que vous avez le droit de ne pas être d'accord, ça marche Ou aussi. des partages Ou des d'idées partages. aussi, ou voilà, des Ah, choses si que vous vous pourrez. partagez, commencez pas au CP si votre enfant a 25 ans, parce qu'on ne va pas s'en sortir, mais un partage court, c'est bien. Ou une interrogation en tout cas. Toujours les premières les plus difficiles. Ou alors tout le monde dort. C'est possible aussi, hein. Ah, Isabelle Voilà, doit nous je quitter. dois vous laisser, je suis désolée, mais merci beaucoup pour le partage. C'est pas Je grave. vous en Et prie. je me suis pris des notes pour mon fils. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Alors oui, après, peut-être que s'il y a des questions qui viennent après, Oui, tout ou des à fait. personnes qui, puisque je rappelle que ce webinaire va être mis en ligne, donc il va pouvoir être visionné en replay, etc. Si vous avez des questions qui vous viennent par rapport à ce replay, évidemment, on les récolte. Je les transmets à Marine qui pourra peut-être me transmettre voilà, des réponses. Donc, n'hésitez pas, c'est des sujets qui parfois demandent un peu de maturation aussi. Moi, je suis interpellée par la difficulté de trouver ce bon équilibre, justement. Ouais, mais c'est pas facile, hein, et c'est vrai que, c'est là où je dis, il faut écouter aussi son cœur de parent, entre guillemets, et puis de voir ce que ça vient, enfin, là où ça vient résonner chez nous, parce que très souvent, la souffrance d'un enfant à l'école, elle peut être perçue par le parent avec une résonance sur sa propre souffrance à lui à l'école. Et donc, il y a des projections parfois qui sont faites, et c'est pas toujours facile. Donc, ça demande parfois une remise en question parce que bah, quand on a été un enfant, soi-même un enfant qui n'a pas réussi à l'école, ben, on aimerait tant que notre enfant ne vive pas Ouais. ça. Et donc, on met beaucoup de pression là-dessus. Et moi, je dirais qu'à un moment donné,
tu vois, on parlait des devoirs, mais parfois c'est beaucoup plus profitable de prendre du temps à faire un bon jeu de société et à rigoler avec son Mm. enfant que à faire les devoirs et apprendre la poésie. Ben, c'est tout, il n'arrive pas à apprendre une poésie, il n'y arrive pas, quoi. Ben, peut-être Mm. qu'il fait autre Tout à fait. chose mieux. Et comment est-ce qu'on peut essayer d'accompagner au mieux et puis ça, c'est pareil, il y a aussi des échanges avec les enseignants. Moi, je vois beaucoup de parents qui sont extrêmement persévérants et qui ont bien compris les besoins de leurs enfants et qui vont être très insistants envers les enseignants en disant, bah, de toute façon, ça, vous le savez, il ne peut pas. Et puis, ils vont continuer au lycée, au collège particulièrement, et puis après, bah, au lycée. Et donc, ça, moi, j'ai eu des jeunes qui étaient euh, en grande difficulté en primaire, qui ont réussi à passer le collège, tout le monde disait ben, il n'ira pas plus loin, qui ont Mm. été au lycée, qui aujourd'hui ont des bacs+5. Mm. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils ont trouvé du sens à ce qu'ils faisaient, ben, ils ont pu exceller dans des études Mm. supérieures. Mm. Donc Et tout n'est pas perdu. j'ai le cas d'une personne qui m'est très proche, qui était vraiment, je vais employer ce mot-là alors que je sais que je ne devrais pas, mais qui était nulle à l'école, qui faisait énormément de fautes d'orthographe, etc. Enfin, je ne sais pas, il n'était pas diagnostiqué, c'était il y a plusieurs années de ça, donc on n'était pas encore dans cette optique de diagnostic, mais qui un jour a décidé de passer, enfin de rentrer dans un bac pro professionnel sur un sujet qu'il passionnait énormément, et en fait, c'était sur concours. Et il avait une épreuve de français, une épreuve d'anglais, une épreuve de biologie. Et ben, il a réussi le concours. Ouais, ouais, c'est ça. Et Parce qu'en fait, ça c'est avait très du touchant ce que sens, tu dis, mais c'est il avait tellement vrai. envie. Et voilà, et du coup, tout n'est pas perdu. Et pourtant, des fautes d'orthographe, c'était du 2 fautes par mot, quoi. Mm, Euh, mm, C'était terrible. Et il a énormément souffert à l'école mm. en étant petit. Et quand il a passé ce concours-là, il s'est prouvé à lui-même qu'il était capable. Et moi, j'ai trouvé ça formidable, quoi. Mm. Tout à fait. Mais c'est vraiment, c'est fréquent, c'est-à-dire que c'est pour ça que je dis si votre enfant est passionné de tennis, mais allez-y, quoi. S'il est passionné de bricolage, mais allez-y, parce que finalement, développer, moi, quelque part, ça me rend triste de voir qu'il y a des jeunes qui sont passionnés de rien, parce que c'est les passions qui vont quelque part sauver ces jeunes-là, parce que s'ils Ouais. sont passionnés, ben, à un moment donné, je ne sais pas, moi, une jeune fille qui va être passionnée de nature et qui voilà, ben, poussons-la là-dedans, rentrons dans cet art, et peut-être que potentiellement, ben, elle fera un bac plutôt bio ou je ne sais pas quoi, et Mm. elle se lancera, ou alors elle fera un CAP de fleuriste et elle sera la plus heureuse du monde parce qu'elle aura sa boutique et elle gagnera bien sa vie et elle sera très heureuse. Donc, je veux dire, à un moment donné, c'est de cultiver la passion en voyant, bah, ça marche pas à l'école, ça marche pas à l'école. Donc, où est-ce qu'il y a une passion et comment je peux cultiver? Parce qu'après, ben, l'orientation, ça peut être un CAP. Et tous les CAP ne sont pas nuls. Il y a des très bons CAP qui mènent après à des bacs pro, qui mènent après à des BTS, qui mènent après à des masters. Enfin, je veux dire, il y a cette Et réflexion à même, avoir. et même au-delà de cela, on parle de passion, mais j'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps sur des méthodes, alors c'est dans Scandinavie, je crois, où en gros, les cours se faisaient à l'extérieur et en fait, ils faisaient des maths en mesurant des feuilles, en mesurant des fleurs, Eh en oui. utilisant Mais il n'y la a que nous hein, nature. qui restons assis de notre chaise sur nos Et, fesses. Hein. et je trouvais ça assez intéressant parce que des fois, finalement, de prendre un sujet qui nous passionne peut aussi nous permettre d'apprendre sur des sujets sur lesquels Tout on à serait en fait. difficulté Tout à fait. potentiellement. Tout à fait. Parce que tu parlais des fleurs, bon, ben, pour être fleuriste, ben, pour faire un bouquet avec, on dit que, étant fille d'anciennes fleuristes, voilà, on dit qu'il faut un nombre impair. Et ben, c'est un moyen d'apprendre les nombres impairs finalement Ouais, ouais, que tout de à voir fait. le nombre de fleurs qu'on peut utiliser dans un bouquet. Et puis la longueur des tiges, et puis la proportion entre la feuille et la tige pour que le bouquet soit harmonieux. C'est autant de. Enfin, voilà, moi, mes difficultés, elles étaient plutôt en maths, donc je pense maths là, mais j'imagine qu'on peut, sur des sujets comme ça qu'on aime, avoir des déclics en fait en biaisant. Est-ce que le fait de biaiser, enfin, détourner finalement le C'est problème? ça, mais c'est de détourner, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se rendre compte, et il y a des gens qui,
comme tu l'évoques à juste titre, vont être capables de lire des ouvrages alors qu'ils sont dyslexiques parce que le sujet les passionne. Et on le voit beaucoup aussi en dyspraxie. Il y a des gens qui sont dyspraxiques plus et qui sont capables d'avoir une motricité sur un truc très précis qui est très fine et très précise parce que le sujet les passionne, du genre, je ne sais pas quoi, moi, des maquettes de précision. On avait une jeune dyspraxique à la Pépinière des Talents, elle était dyspraxique, et elle nous faisait des origamis, des trucs mais minuscules, des petits qu'elle mettait après en boucle d'oreille, des petits animaux en origami, alors qu'elle était dyspraxique plus. Enfin, donc, tu vois bien que son cerveau s'accaparait cette précision-là, et pour autant, à côté de ça, elle n'était pas foutue de manger proprement, elle en foutait partout, tout le temps, partout. Donc, c'est de se dire, mais, et puis je peux comprendre que ça rend les gens fous en disant, non, mais je comprends rien, là, tu es capable de faire ça, tu n'es pas capable de faire ça. Ben ouais, mais c'est C'est bien la déroutant, hein. difficulté des troubles du neurodéveloppement. C'est que oui, par moment, on est capable de faire quelque chose et on n'est pas capable de faire autre chose. On est capable de lire un bouquin sur, je ne sais pas quoi, la culture des Chihuahuas, je ne sais pas où, au bout du monde, et on n'est pas foutu de lire une poésie de 3 lignes. Ben oui, ça arrive. Et donc, comment je comprends ça, comment j'accepte ça? Parce que plus je vais me bloquer, plus je vais bloquer mon jeune, plus ça va être compliqué. Donc voilà. Toujours pas de Pour questions, mais tout le monde dort. Très bien. toujours C'était chouette de parler avec toi, Audrey. toujours pas de questions. Non, C'est toujours. j'écoute. Avec Donc, joie. On va refaire un groupe de parole et d'échanges de toute façon très prochainement. On va fixer la date avec Audrey. oui, Donc, on aura oui, joie à oui, oui. revoir ceux qui étaient déjà là la fois d'avant. C'était des choses qui étaient demandées au sortir du premier groupe d'échange. Donc, on va effectivement fixer une date. S'il y a des sujets, voilà, on a commencé le premier webinaire par aborder les troubles du neurodéveloppement, pardon, de manière très, très large. Ensuite, on a parlé dans le deuxième du repérage et du diagnostic. Là, on s'est focalisé sur plutôt l'échec scolaire, bah, qui forcément est une conséquence assez importante par rapport à ces troubles. Si vous avez envie de voir d'autres sujets, d'autres aspects, d'autres conséquences dans la vie de tous les jours qui peuvent intervenir et que vous voulez qu'on en parle, eh bien, avec plaisir, soumettez-nous les choses puisque avec Marine, on a nos propres idées, mais Bon, ça, on n'en manque pas à noter, mais on n'en manque pas effectivement, mais par contre, il peut venir aussi d'autres idées auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, ou en tout cas des priorités à donner pour les prochaines rencontres et les prochains événements. tout à fait. Et puis, je vous recevrai avec plaisir le 20 mars si vous souhaitez. Vous pouvez participer que le matin ou que l'après-midi ou toute la journée avec joie. Est-ce qu'on se dit que c'est le mot de la fin ou est-ce que vous voulez, pour conclure, dire un petit mot ou rester dans l'ombre? Bah, moi, en quelques mots, merci beaucoup pour. C'est toujours intéressant de suivre ces explications, même si bon, déjà des fois des choses sont déjà en tête, mais ça permet de les remettre bien dans le contexte. Donc voilà, j'ai pas particulièrement de questions, je vais digérer un petit peu tout ça aussi, mais en tout cas, merci pour ce temps consacré à ces sujets, c'est très pertinent et très utile. Merci de votre suivi, Merci à vous. de votre Et si ça vous assiduité. Et si ça vous est profitable, eh bien, on en est ravis parce que c'est le but. Exactement, merci. Merci. Eh bien, merci à tous. Je vous dis à bientôt pour le prochain rendez-vous. Merci. Et Merci beaucoup. À merci. bientôt. Bonne À journée, bientôt. merci. Au revoir.